La vie à 67, ça m'a vraiment permis de connaître la valeur des choses. J'ai connu maman n'a pas d'argent pour ça, j'ai connu le manque, on va dire. J'avais vraiment la conviction que la seule chose qui pourrait vraiment m'aider à m'élever, à avoir la vie que je veux avoir, ce sont les études. Je dis que j'ai réussi dans ma vie à partir du moment où je sais que je réponds en fait à ce que Dieu attend de moi dans son royaume. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission L'invité de Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julia Noumienzanahar. Elle est ingénieure qualité et métier sur le système d'aide à la conduite chez Renault. On la connaît également à travers les réseaux sociaux. Elle y partage ses convictions et ses valeurs. Bonjour Julia et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour toutes et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent et merci beaucoup à l'invité de Paris pour m'avoir invitée. Je suis vraiment très honorée. D'accord, je vais commencer. À travers ton parcours, j'ai pu voir, si on peut dire, un parcours sans faute. Je m'explique. Sur le plan professionnel, depuis l'obtention de ton bac, tu n'as fait aucune bifurcation. On observe une évolution constante dans ta carrière et surtout, ça donnait l'impression du goût de l'effort. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ton parcours et surtout nous dire d'où est-ce que tu puises ce goût de l'effort ? Oui, effectivement. Mon bac, je l'ai passé à Madagascar, au lycée français de Tananarive. J'ai passé que ma terminale au lycée français. Avant ça, j'étais à la Clairefontaine pendant toute ma scolarité. Le goût de l'effort, on va dire que de base, je ne suis pas issue d'une... j'ai grandi à 67 hectares jusqu'à mes, on va dire, 11-12 ans. Donc, j'avais vraiment la conviction que la seule chose qui pourrait vraiment m'aider à m'élever, avoir la vie que je veux avoir, ce sont les études. Donc déjà, pour moi, dans ma tête, c'était quelque chose que je me suis fixé. Les études, ce sera ma priorité. Ensuite, j'ai eu la chance d'être éduquée par un beau-père qui avait aussi dans sa tête en fait un avenir tout tracé pour moi. Depuis que je suis en troisième, il me disait « tu seras ingénieur ». Et c'est comme si cette chose-là m'a construit. Cette chose-là, c'est resté dans ma tête en fait, tu seras ingénieur, tu seras ingénieur. Donc je me suis même pas posé des questions après mon bac, c'était tout de suite la prépa. Donc lui il m'a dit, tu feras 2 ans de prépa, une école d'ingénieur et voilà. Et j'ai fait ma prépa, très dure, très dure. Quand tu arrives seule en France, tu as 17 ans, je suis arrivée encore mineure. Tu habites seule dans un studio 18 mètres carrés directement, et tu as les études et la vie, le quotidien en fait à apprendre. Donc ça c'était extrêmement dur, mais je me suis rappelée de mon objectif qui était de réussir dans les études parce que c'est ce qui allait me procurer en fait la vie finalement que je voulais plus tard. Donc je me suis accrochée et on va dire que c'est un peu ça en fait qui a fait que voilà. D'accord. Et il y a aussi ce qu'on ne voit pas sur ton CV. Donc qu'est-ce qu'on ne voit pas sur ton CV, c'est comment tu fais tes choix pour passer d'une étape à une autre. Alors est-ce que tu peux nous partager un peu comment tu privilégies tes choix et comment tu organises tes efforts pour atteindre des objectifs, donc pour te permettre de passer ces étapes-là? Ok. Alors, je vais commencer par la prépa du coup. Là, j'ai vu que c'était intense, ça n'avait rien à voir avec la terminale en fait. Déjà, je suis une personne studieuse, j'aimais bien étudier. Et donc, je me suis fixé un rythme, je me suis juste autodisciplinée en fait pendant la prépa. Donc, c'était réveil à 5h30 pour être à jour en fait sur les cours qui allaient venir. Ensuite, j'avais ma journée de cours. On va dire que j'arrivais chez moi vers 18h30, voilà. Et là, je prenais une petite pause où je faisais à manger et je faisais une petite pause d'1 heure et puis je mangeais. Et puis le soir, je faisais mes exercices. Donc en fait, ma vie, c'était étudier. Et c'était les 2 premières années de prépa vraiment qui étaient dures, très dures. Mais après, on va dire que ça m'a conditionnée pour le reste en fait. Et donc, pour répondre exactement à ta question, je pense que c'est l'autodiscipline, parce que je me suis vraiment disciplinée. De toute façon, il le fallait pour réussir ce que j'avais à faire. Et puis, je voyais que ça portait du fruit.
Donc ça m'a encouragée à en faire plus, à en faire plus. Voilà, et du coup je réussissais. Et puis mes choix, qu'est-ce qui conduisait mes choix? Donc déjà, 2 ans de prépa, donc ça il fallait les faire. Le choix qu'il fallait que je fasse, c'était après les 2 ans, pour la spécialité que j'allais entreprendre. Donc soit informatique, soit mécatronique. Et là, on va dire que c'était un petit peu par défaut, parce que j'étais vraiment pas forte en informatique. Alors quand il s'agissait de faire des codes et tout ça, j'étais pas forte. Et donc je me suis dirigée naturellement vers la mécatronique parce que j'étais assez forte dans tout ce qui était traitement de signal, sciences de l'ingénieur, électronique. Et donc voilà, je me suis dirigée en fait vers mes points forts pour pouvoir continuer mes études. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a la motivation certes, mais il y a aussi le besoin de discipline couplé à ça. Oui. Et l'importance de savoir toujours où est-ce qu'on veut aller. Donc c'est ce que je retiens moi en tout cas de ce que tu viens de dire. On va maintenant parler de ton milieu professionnel parce que je suppose que tu leads forcément des projets. Donc j'aimerais m'intéresser à cette posture de leader et j'aimerais te demander quel genre de leader tu penses être ou tu es. Alors, j'espère que mes collègues vont pas voir ça. Alors, je suis le leader qui essaie de toujours trouver un compromis. En fait, dans mon travail d'ingénieur qualité, c'est nous qui mettons les cartons rouges aux ingénieurs de conception, on va dire, parce que une fois que l'ingénieur de conception a fini de concevoir son modèle, la qualité vient pour voir si ça répond aux normes, si ça répond aux exigences de Renault, aux exigences des fournisseurs. On vient un peu faire la police des ingénieurs, quoi. Voilà, on est la police des ingénieurs. Et là-dessus, en fait, il y a beaucoup de cartons rouges qui sont levés, on va dire. Et les cartons rouges, en fait, remettent en question ce que font les ingénieurs de conception. Et donc moi, j'essaie de trouver le maximum de compromis possible, dans la mesure du possible. Il y aurait par exemple certains collègues qui sont vraiment, on va dire, catégoriques. Et moi, je suis le leader, on va dire, qui essaie de trouver un terrain d'entente, un compromis pour pouvoir avancer. Enfin, à partir du moment qu'il y a un plan d'action clair et qu'on peut avancer dans le projet, je préfère faire avancer le projet. Mais en connaissance de cause, hein, je ne me mets pas en danger, voilà. Et on me le reproche des fois dans mon travail. Mais je pense aussi qu'il y a il y a beaucoup même de mes convictions spirituelles, on va dire, qui dit que, en fait, quand je vois, en fait, j'essaie pas de trouver là où ça ne va pas. Je me concentre plutôt sur là où ça va et comment on peut continuer avec ce qui va bien, en fait. Voilà, et voilà, je dirais le leader à l'écoute et qui trouve des compromis et des terrains d'entente pour avantager tout le monde. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, dans ce que tu viens de dire, c'est que on peut l'appliquer aussi n'importe qui peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vrai. Il ne faut pas forcément être un leader, mais l'importance du compromis, il faut l'avoir au quotidien en fait, si on veut faire avancer les choses. Tu sais, Julia, il y a une grande école que tu as faite, que tu fais encore d'ailleurs aujourd'hui, et que tu as en commun avec tous les invités qui sont passés dans cette émission. Est-ce que tu sais de quelle école il s'agit? L'école que je fais? Non, j'arrive pas à deviner. Il s'agit de l'école de la vie, la grande école de la vie. Ok. Et ce qui est bien dans cette école-là, c'est que l'échec est permis. Oui. Et donc, moi, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux nous raconter un moment d'échec et surtout ce que ça t'a appris? Alors, un moment d'échec. Alors, est-ce que tu parles de ma vie professionnelle? Peu importe. Ce qui t'a marqué, ce que ça t'a appris derrière. Ou de la vie familiale, du coup? C'est toi qui vois. Ok, ben là on va ramener les choses à Jésus du coup parce que je pense que je parlerai pas d'échec comme je dis souvent, mais quelque chose que j'aurais aimé acquérir plus tôt dans ma vie. Parce que je pense que ça m'aurait propulsé encore plus en fait dans ma destinée, dans qui je suis censée être.
Et le fait de ne pas avoir Jésus plus tôt dans ma vie, j'ai perdu du temps, j'ai fait des mauvais choix. Il y a eu des mauvais choix qui ont été faits. J'ai failli mettre en péril mes études. Grâce à Dieu, il m'a récupéré quand même au bon moment. Tiens, d'ailleurs, je pourrais parler de cette anecdote-là de mauvais choix pendant mes années d'études. Ça, c'est vraiment une exclusivité, du coup, c'est la première fois que j'en parle. Enfin, en tout cas, en public. J'ai été en couple pendant toutes mes années d'études avec mon mari actuel. Mon mari, tout court. Mon mari actuel. J'en ai pas eu d'autres avant. Et en fait, à un moment, on était déjà ensemble pendant assez longtemps, on va dire. On était ensemble depuis ma terminale. Donc là, on est arrivé au bac plus 3. Donc ça faisait 3-4 ans qu'on était ensemble. Et lui, il avait fait carrière dans le nord de la France, alors que moi, je faisais mes études dans la région parisienne. J'étais en alternance, j'avais mon entreprise et mon école dans la région parisienne. Mais comme lui, du coup, il vivait dans le nord, mon rythme d'alternance était assez particulier, c'était 3 mois, 3 mois. On s'est dit, on peut peut-être passer les 3 mois d'entreprise ensemble. Donc pour ça, maman, désolée. Pour ça, en fait, j'ai démissionné de mon entreprise d'alternance en me disant, j'ai les 3 mois d'école pour pouvoir en trouver une autre. Enfin, j'étais trop sûre de moi, trop sûre de ma formation, de ce que je pouvais faire, etc. Je me suis dit, pendant les 3 mois d'école, je vais en trouver une dans le nord de la France. Comme ça, je vais pouvoir vivre avec mon conjoint, enfin mon compagnon. Voilà, à l'époque, c'était mon compagnon. Et il se trouve que je n'ai pas trouvé d'entreprise en 3 mois. J'ai vraiment fait un très mauvais choix. Et où je veux en venir, pourquoi je parle de Jésus? En fait, quand on n'a pas Jésus dans la vie, on est souvent conduit par la chair. On est souvent conduit par les émotions, par des choses pas sages en fait. Et c'était mon cas vraiment pendant ce temps-là. Je ramène ça à un choix en fait qui a été dirigé par la chair et par les émotions et non par une vraie destinée en fait. Donc je pense que si j'avais Jésus pendant ce temps-là, on aurait été plus sage, on se serait juste dit, il ne reste plus il restait que 1 an et demi je pense. Surtout que la dernière année, je suis partie en Angleterre, quoi. Donc il restait plus que 1 an, donc il fallait que je termine proprement les 1 an, quoi. Mais voilà, très mauvais choix et ça a vraiment failli me coûter la vie. Et donc c'est pour ça que je dis que j'aurais aimé connaître Jésus plus tôt. J'aurais fait moins de choix en fait basés sur la chair et les émotions. D'accord. Voilà. Merci d'avoir eu le courage de nous partager ce petit moment-là. Et puis, t'inquiète pas, nous ne sommes pas ici pour juger. Au contraire, nous sommes ici pour apprendre. On va parler de ton enfance parce que lors de nos échanges, et puis tout à l'heure d'ailleurs, tu l'avais évoqué, tu as associé la ville de 67 hectares aux meilleurs souvenirs de ton enfance. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi? Alors, meilleur souvenir de mon enfance, c'est clair. Parce que j'avais toute ma famille déjà, enfin à Madagascar, vous savez, tout le monde habite dans la même maison. Du coup, il y avait les frères et sœurs de ma maman, ma grand-mère, on était tous dans la même maison. Il y avait mes cousins et cousines, donc en fait, on ne se sent jamais seul. Et en plus de ça, il y a les copines et les copains du quartier, en fait. Je pense que pour les personnes qui ont vécu dans des cités ou dans des quartiers, on appelle ça bas quartier aujourd'hui de Tana, vous savez que l'ambiance y est vraiment attachante. Tout le monde est vraiment affectueux et finalement sa famille ne se limite pas à la maison, mais même le voisin, les voisines deviennent des tatis et tontons et on se considère tous comme une grande famille. J'ai vécu cette enfance-là sans écran, sans réseaux sociaux et où on jouait juste dehors en fait. On sortait, on n'était même pas douché, on se brossait pas les dents et on sortait dehors pieds nus et puis on jouait. J'ai vécu cette enfance-là et ça c'est vraiment un super souvenir, quoi. Voilà. Quelque part, j'entends aussi l'importance d'aller vers les autres dans ce que tu racontes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses avoir gardé de cette part de ton enfance? Alors, la vie à 67, ça m'a vraiment permis de connaître la valeur des choses. Parce que j'ai eu une vie, j'étais heureuse, hein, bien sûr, mais
mais j'avais pas tout en fait. Contrairement aujourd'hui quand je vois mes enfants et quand ils veulent quelque chose, ils l'ont. Moi, j'ai connu maman n'a pas d'argent pour ça. Enfin, j'ai connu le manque, on va dire. Et le fait de se dire, c'est ok, maman n'a pas d'argent. Et c'était acquis dans ma tête, quand je demande quelque chose et que maman n'a pas d'argent pour ça, c'est ok, c'est normal. Et donc aujourd'hui, je connais vraiment la valeur de ce qu'on a. Je pense que c'est ça qui m'a poussée à donner le meilleur de moi dans mon parcours et de devenir quelqu'un en fait d'indépendante et autosuffisante en fait pour pouvoir m'offrir ce dont j'ai besoin. En gros, c'est la valeur de l'argent en fait. Quand je regarde dans le détail, c'est la valeur de l'argent. Et quand je vois ma petite sœur, on a 12 ans d'écart. Hein, je vois tout de suite la différence en fait elle a aussi connu 67 parce qu'elle y allait pendant les week-ends, des fois avec les cousines et tout. Mais je vois quand même une très très grande différence entre connaître la valeur des choses. Voilà. D'accord. Quand on t'écoute et quand on t'observe, tu sembles très ancrée, très consciente de ton environnement avec tes propres paradigmes. Et j'aimerais te demander comment on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment. Comment on sait qu'on est... Bon, j'aimerais faire un petit aparté. Ma sœur, je t'aime. Hein. C'était pas une critique, mais c'est juste la réalité des choses et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Comme ça. Ouais. Donc, comment on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment? Ok, je pense que il y a beaucoup de la paix dans le cœur en fait. Par exemple, là maintenant, en arrivant en fait, je me suis tout de suite sentie à l'aise et en paix avec vous. Et je pense que il faut écouter. Moi, je dis que c'est le Saint-Esprit parce que j'ai donné ma vie à Jésus et je dis que maintenant c'est Jésus qui vit en moi et je fais vraiment confiance à cette voix qui parle à l'intérieur de moi et qui me confirme en fait à travers une paix qu'il y a dans mon cœur, qui me confirme que je suis au bon endroit. Quand je postule à un poste par exemple, ou dans le travail, j'arrive tout de suite à reconnaître si je suis au bon endroit. Et dans mon CV, je pense que tu as pu voir que j'ai fait EDF, j'ai fait Air Liquide Medical System, mais à chaque fois, il y avait un truc à l'intérieur de moi qui me disait non, c'est pas ça. Une paix qui n'a pas de prix en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Et c'est qu'à travers Jésus qu'on peut vraiment ressentir ça et pouvoir discerner là c'est bon, là c'est pas bon. Parlons maintenant de relations et de couple. Donc tu es mariée à Lalaina Mienzanaar, connue également sous le nom de Bolide. Et il y a une citation qui dit derrière un grand homme se cache une femme. Moi, je préfère dire à côté d'un grand homme se tient une grande femme. Là où je veux en venir, c'est que est-ce que tu penses, parce que dans cette émission nous parlons vrai, est-ce que tu penses que tu as participé au succès de ton mari, notamment au début de sa carrière? Sincèrement, je pense que oui, parce que j'étais la personne qui était à ses côtés pendant tous ces moments-là. Donc forcément, j'étais là pour le conseiller et en fait, je m'associe forcément à ce que mon mari a pu accomplir parce que j'étais celle qui était à ses côtés pendant de la Jessaya jusqu'au Paris FC et même un petit peu plus parce que j'étais son agent quand il était au Paris FC. Et on a pris des vraies décisions ensemble, en fait, des décisions en fait, qui déterminaient la suite de notre vie. On les a pris ensemble. Et donc voilà, que ça soit lui ou moi, ou même moi dans mon parcours, il y est vraiment pour beaucoup. Donc on pourrait aussi dire derrière ma carrière, ou à côté de ce que je suis, il y a mon mari en fait qui était là à m'encourager, là à me pousser. Et voilà quoi, c'est vice versa, on va dire. Donc tu es plus celle qui est à côté plutôt que celle qui est derrière entre guillemets. On a vraiment été côte à côte, main dans la main pour tout ce qu'on a pu accomplir en fait. C'est beau, c'est très beau. Et on parle de réussite et de succès, donc j'aimerais te demander, pour toi c'est quoi la réussite? Pour moi la réussite, je vais encore revenir à la paix, c'est d'avoir une paix à l'intérieur de soi dans tout ce qu'on entreprend. Pourquoi? Alors, et c'est surtout de savoir qu'on est dans sa destinée. En fait,
le fait d'avoir donné ma vie à Jésus, ça a vraiment changé radicalement ma vision des choses, ma vision de la vie. Aujourd'hui, en fait, je vis pour accomplir ce que Dieu a prononcé sur ma vie. On va dire, chacun de nous, chacune des personnes sur Terre a une destinée, chacune des personnes sur Terre a des dons et des talents déposés à l'intérieur d'eux. Après, le truc, c'est de savoir reconnaître ces dons et ces talents et de les mettre au service du royaume de Dieu. Donc moi, je dis que j'ai réussi dans ma vie à partir du moment où je sais que je réponds en fait à ce que Dieu attend de moi dans son royaume. Dieu attend de moi, par exemple, d'être une bonne épouse pour mon mari, d'être la personne qui le pousse, mais pas qui l'écrase, par exemple, d'être de bons conseils pour mon mari. Enfin, ça, c'est une mission pour le royaume de Dieu. Ça fait avancer le royaume de Dieu parce que quand, avec mon mari, ça va, ben, dans notre foyer, ça va et on peut porter des bons fruits à l'extérieur de notre maison. Là, vraiment, je parle vraiment très terre à terre. Enfin, je ne vais pas dans des choses avec des grandes proportions, mais juste dans le quotidien, en fait, c'est d'être un témoignage vivant de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu. Et même, Dieu attend de moi aussi d'être une bonne mère pour mes enfants, d'essayer de pousser les talents qu'il a déposés en eux, en fait, pour qu'ils puissent, eux, les mettre en service pour le royaume de Dieu. Et pour moi, réussir, c'est d'être dans cette destinée-là. De savoir, OK, Seigneur, aujourd'hui, t'attends quoi de moi? Ok, je suis ingénieur chez Renault, je suis tout ce qu'on veut, mais moi, ma priorité, c'est pour le royaume de Dieu, qui je suis. Et ma vie n'a de sens que si ça sert à Dieu. Sinon, ma vie n'a aucun sens. Voilà. Tu es vraiment dans une démarche sincère et spontanée. C'est ça ce qui est louable dans ce que tu fais. Nous arrivons au terme de cette première partie. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais au tout début, je t'ai introduit par ton nom, par ton statut professionnel, parce que les autres connaissent de toi aussi via ce que tu partages sur les réseaux ou via ton couple. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il est important de se demander qui on est vraiment, de savoir qui on est vraiment, pour éviter de s'assimiler seulement à ce que les autres pensent que nous sommes. Pour conclure, donc, selon toi, selon tes convictions personnelles, quel est le meilleur moyen de se trouver, de savoir qui on est vraiment? Alors, comment trouver qui on est vraiment? Donc, je vais parler de moi personnellement, parce que après, je ne peux pas définir la vie des autres. Donc, en fait, dans une vie, on peut être confronté à beaucoup de blessures. Moi, par exemple, je ne considère pas ça forcément comme une blessure, ou peut-être, je ne sais pas, c'est quelque chose d'enfui que je ne vois pas forcément, mais mes parents ont été divorcés quand j'étais très 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 jeune. Donc ce genre de situation peut générer des blessures dans le cœur d'une personne, ou il peut aussi avoir pendant les années école par exemple l'harcèlement ou des choses comme ça. Et pour rétablir toutes les blessures causées par des situations dans une vie, pour moi c'est vraiment de trouver la source de qui on est. Donc déjà, mon créateur, c'est Dieu. Dieu, il a donné son Fils en sacrifice pour racheter toutes mes blessures et toutes les choses en fait qui ne correspondent pas à son but le jour où il m'a créé. Parce que c'est sûr que mon Papa Céleste, il m'a créé pour un but et un but d'amour. Donc ça déjà, il faut en être très conscient. Que j'ai été créé pour bénir. J'ai été créé pour être aimé. Et quand tu es conscient de ça, quand cette identité est ancrée en toi, que tu es valeureuse, que tu es justifiée, que toutes tes blessures-là, ça a été cloué à la croix et Jésus est ressuscité. Donc, tout ça a été vaincu. Quand tu sais tout ça en toi, en fait, là, tu sais qui tu es. Julia, pour introduire cette deuxième partie, je vais partir d'une réflexion que je me suis faite à travers la lecture d'une étude traitant des inégalités de genre à Madagascar. Ça va s'afficher sur l'écran. Et je vous laisserai le soin de lire cette étude qui est disponible sur Internet. Mais à travers cette étude, j'ai constaté qu'au sein d'une famille, peu importe la situation financière, les traitements et l'éducation donnée aux enfants influent fortement sur leur devenir plus tard. Et forcément, ça peut impacter la société sur le plan culturel ou économique d'un pays. Et quand on parle de traitement et d'éducation d'enfants, on pense tout de suite à son environnement familial.
à l'équilibre qu'il peut y avoir au sein d'une famille. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'un bon équilibre familial? Un bon équilibre familial, pour moi, je vais répondre vraiment très vite, c'est d'avoir des parents équilibrés. Tout part vraiment de parents équilibrés et qui montrent un bon témoignage à leurs enfants. Parce que, ok, l'éducation finalement, c'est beaucoup de mots, de ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, mais le témoignage parle plus fort que les mots. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut aux enfants. Si on ne se comporte pas comme il le faut, ben, les enfants, en fait, ils vont juste copier ce qu'ils voient, pas ce qu'ils entendent. Donc, au lieu d'éduquer avec des mots, moi, j'encourage plutôt à éduquer avec un témoignage. Donc, l'équilibre, en fait, c'est d'avoir un bon témoignage et avoir des parents tout simplement équilibrés qui sont conscients que c'est qu'à travers leur comportement, leur témoignage, qu'ils éduquent de la meilleure manière leurs enfants. Et Voilà. d'accord. Au sein d'une famille, donc une famille n'est pas à l'abri de difficultés particulières, que ce soit financières ou au niveau de la santé. D'après toi, comment on pourrait garder un bon équilibre familial dans ces cas de difficultés particulières, justement? Dans le cas où où il y aurait un problème financier. Ou autre, hein, peu importe, mais juste vraiment le fait d'affronter une difficulté en particulier. Une difficulté, je pense que toutes les familles l'ont un peu vécu, des difficultés. Et si moi je me réfère à ce que nous avons vécu personnellement, on s'est vraiment attaché. Je vais encore en venir à Jésus. Ce sont tes valeurs, c'est toi et c'est le plus important. Mais vraiment, c'est moi en fait, et je ne peux pas inventer un autre moi, quoi. Exactement. Vraiment, c'est ça. Ouais. Et bon, j'allais dire une petite anecdote quand je dis je ne peux pas inventer un autre moi. Je réponds à ta question Bien après, sûr, je peux faire un petit aparté. De te livrer. En fait, dernièrement, là, j'avais fait une story, je ne sais plus il y a combien de jours. Alors, mon mari avait mis une photo de son équipe, de l'équipe qu'il entraîne, en fait, sur le frigo. Et je me vois mal mettre les ingénieurs qualité de Renault sur le frigo. Puis moi, je trouvais ça drôle. Par contre, j'ai reçu un commentaire en tout cas, en disant oui, ah bah ouais, c'est censé être drôle, mais tu te la pètes. Ah oui, d'accord. Et je dis, mais attends, c'est la réalité. Je ne vais pas inventer quelque chose d'autre. Je ne vais pas dire, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je dise alors? C'est mon métier. C'est mon métier et c'est ce que je suis. Est-ce que tu préfères que j'invente? Parce que ce que je suis semble être se la péter. Donc voilà, bon, ça c'était juste un petit aparté, mais voilà. Et donc, finalement, Jésus aussi, c'est ce que je suis et je ramène tout à Jésus justement parce que c'est ce que je suis. Voilà, maintenant c'est clair. Donc, alors, les difficultés. On a eu de grandes difficultés, notamment dans le couple, enfin, je ne le cache pas, dans notre famille, et on s'est vraiment rattaché à la parole de Dieu, en fait. Parce qu'en fait, je considère que les réalités spirituelles sont encore plus réelles que ce qu'on voit, en fait, dans le réel. Je considère que les choses dans une vie se passent d'abord dans le spirituel avant de prendre forme dans le réel. Donc, quand on a un problème quelconque qu'on voit dans le réel, il faut d'abord s'attaquer au spirituel. Parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le spirituel, en fait. Et dans ces cas-là, on se met, par exemple, avec mon mari, là, on se dit, ok, qu'est-ce qui ne va pas dans le spirituel? On va prier, on va demander à Dieu. C'est celui qui connaît toutes choses, c'est celui qui fait tout et qui est omniscient. Et dans ce qu'on appelle, du coup, des déserts, la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne dans ce désert-là. Parce qu'on sait très bien, en fait, là, il faut aussi connaître la nature de Dieu. Dieu ne veut que des bonnes choses pour ses enfants. Ça, c'est sûr. Si il fait passer un désert, donc un désert financier, un désert de relations ou autre à ses enfants, c'est pour transmettre un message. Et c'est pour en sortir plus grand, plus mature spirituellement, plus expérimenté. En tout cas, c'est pour grandir. C'est pas pour un désert pour les enfants de Dieu, c'est pas pour achever. Ça c'est certain. Ça, c'est certain. Et il faut que vous soyez vraiment conscient de la nature de Dieu pour être certain de ça déjà, que quand vous passez des déserts, ce n'est pas pour vous achever, parce que Dieu ne veut jamais achever.
Il veut juste nous aimer en fait. Et des fois, on est entêté dans une certaine situation qu'il est obligé de nous faire comprendre les choses d'une autre manière. Mais il faut savoir que la finalité, c'est toujours nous faire grandir. Donc, notre désert à nous, justement, on a demandé à Dieu, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on ajuste? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ajuste pour être finalement, dans ce que tu as réservé pour nous? Et on a laissé tomber beaucoup de choses, on a mis en place beaucoup de choses, justement pour rééquilibrer. On a comment on dit, enfin, l'équilibre familial, en fait, on a mis les priorités là où il fallait. Et là, on est re-rentré dans la destinée de Dieu, en fait, et les choses se sont réglées tout naturellement. Donc, moi, en cas de difficulté, j'encourage vraiment les gens à demander qu'est-ce que Dieu veut vous faire comprendre dans cette difficulté-là, et par contre, d'obéir après. Quand Dieu se manifeste en disant « Ok, c'est là où ça ne va pas, c'est là qui doit être ajusté », c'est d'obéir. Et puis là, vraiment, je garantis, je vous assure que quand vous êtes aligné à ce que Dieu veut dans votre vie, tout va bien. D'accord. Et on entend bien par ton parcours que tu as grandi à Madagascar. Donc tu as baigné dans la société malagache. Tout à fait. Avec ses mœurs et coutumes. Oui. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as reçu dans ton éducation malagache, en plus du spirituel et de la foi qu'on a évoqué tout à l'heure, que tu as gardé et que tu as peut-être même transmis à tes enfants aujourd'hui? Alors, ce qui m'a le plus aidé, vraiment, dans tout mon parcours, c'est le respect des aînés. Ça, vraiment, c'est quelque chose, et c'est dingue parce que ça a vraiment fait la différence pendant tout ce que j'ai pu accomplir en France, parce qu'on voyait tout de suite, en fait, la différence entre comment je me comportais envers les profs et comment les jeunes qui ont grandi en France, qui sont nés en France, se comportent envers les profs. Et il faut dire que ça surprend les professeurs d'avoir une personne qui n'est pas tout le temps dans l'opposition, qui n'est pas parce que les jeunes qui sont nés en France, ils sont très dans le... je dirais pas dans la rébellion, c'est plutôt exagéré de dire rébellion, mais ils ont tendance à dire ce qu'ils pensent, à se faire comprendre, quoi, et à toujours mettre en avant leurs idées par rapport, peu importe qui y a en face d'eux. Alors que moi, je mettais vraiment la barrière de je respecte les aînés, je respecte l'autorité qu'il y a au-dessus, donc je m'humilie face à l'autorité, en fait, mais bon, pas non plus subir des injustices, non, mais ça, je pense que ça m'a vraiment apporté quelque chose. Parce que par rapport à l'échec que j'ai partagé tout à l'heure, par exemple, le fait que j'ai un bon comportement, en fait, ça adoucit le cœur de mes directeurs et de mes professeurs. Et ils ont dit non, pour Julia, on va donner un délai en plus. Parce que voilà, c'est une gentille fille. Voilà. Et ils disaient ça comme ça, et c'est vraiment grâce à la culture malgache, à l'éducation malgache que j'ai reçue, en fait, de respect des aînés. Et du coup, ça, j'essaie vraiment de transmettre ça à mes enfants. Pas en écrasant leur personnalité, non, mais j'essaie de leur dire que papa et maman, c'est l'autorité, et on respecte l'autorité, on ne répond pas à l'autorité. Pour l'instant, c'est nous, votre autorité, on est mandaté par Dieu pour vous mettre dans le bon chemin. Donc, s'il faut écouter des personnes, c'est pas les copains en classe, c'est pas... voilà quoi, c'est les parents d'abord. Voilà. D'accord. Et à contrario, dans cette éducation toujours à la malgache, un peu, si on peut dire ça comme ça, que tu as reçue, qu'est-ce qui te semblait pas nécessaire de garder ni de transmettre à tes enfants? Alors, donc ce qui m'a fait un peu défaut par rapport à ça. C'est comme s'il y a ses bons côtés et ses mauvais côtés quand même, le côté respect parce que voilà, c'était à double tranchant, parce que des fois c'est vrai que je me retenais alors que je devais m'exprimer. En malgache, on dit matmat kenamasu. En fait, les mpirpir natstem tenjen, ça y est, j'ai basculé en malgache. Mais après, j'ai quand même compris qu'il fallait... J'ai compris où est-ce qu'il fallait que je change, en fait. Oui, qu'est-ce qu'il fallait que j'améliore. Mais c'est vrai qu'au début de ma scolarité
en France, du coup, j'avais du mal à m'exprimer. J'avais du mal à... Alors, on n'a pas l'impression comme ça, mais je me suis construite vraiment. J'ai compris qu'il fallait que je modifie certaines choses, mais j'osais pas. J'avais peur de faire faux, j'avais peur de ne pas dire la bonne chose au bon moment. Je ne sais pas si on peut appeler ça un petit complexe de faire des erreurs, en fait. J'avais peur de ça. Parce qu'à Madagascar aussi, on montre beaucoup du doigt les erreurs. J'ai l'impression que quand tu te trompes, ou je sais pas si je me trompe, mais j'ai cette sensation-là. Du coup, la peur de fauter, donc la peur de ne pas dire la bonne réponse et qu'on se moque de moi. Et donc ça, je me suis beaucoup retenue. Après, j'ai vu que les autres osaient, que même si c'était pas bon ce qu'ils disaient, ben, ils osaient. Donc je me suis un peu boostée en mode en fait, ouais, ben ok, moi aussi je peux alors. Et ce que j'encourage vraiment aux gens, c'est de détecter en fait ces petites choses-là qui doivent être améliorées pour que vous évoluez, pour que les personnes autour de vous voient votre potentiel. Parce que finalement, le fait que je ne propose jamais, ça c'était vraiment au tout début du coup de ma scolarité, le fait que je ne propose jamais de réponses ou des choses comme ça, on ne voyait pas forcément mon potentiel. Et c'est là où l'identité en Christ m'a vraiment aidée aussi. L'identité en Christ m'a vraiment aidée où je sais que, en fait, je me suis dit, ok, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et forcément, je me cache derrière Jésus, allez, et je m'exprime. Et au moment où j'ai eu le déclic et que j'ai commencé à parler, j'ai commencé à m'imposer, ça a vraiment pris une tournure dans ma carrière professionnelle, en fait. C'est dingue. Et moi, je vous encourage vraiment à vous exprimer. Peut-être trouver une sagesse dans la manière de s'exprimer, mais ça s'apprend, et ça s'apprend qu'en s'exerçant, c'est-à-dire que si à chaque fois vous restez muet ou muette pendant vos réunions professionnelles, eh ben vous n'allez jamais pouvoir vous ajuster comme vous n'essayez pas, mais essayez et puis ajustez et vous allez voir que ça peut vraiment donner un tournant dans votre carrière professionnelle. Bah, c'est très intéressant ce que tu viens de dire et je ne sais pas d'ailleurs si ceux qui nous regardent ont constaté la même chose que moi, mais j'ai envie de te dire que c'est propre à nous-mêmes les Malagasy. J'ai l'impression parce que regarde, quand tu as voulu parler de ça, tu t'es automatiquement mise à parler en malgache pour dire à quel point c'est ancré en nous, c'est identitaire chez nous. Donc c'est quelque chose à travailler, ça se travaille bien évidemment. Ça se travaille. Et jusqu'ici, nous sommes partis de l'importance du cadre familial dans la construction de la société. Et j'aimerais qu'on s'intéresse à ce qui se passe cette fois-ci dans le sens inverse, lorsque la pression sociale s'exerce sur le cadre familial. D'accord ? Donc, on a parlé de ton parcours et de la réussite. Donc, si on fait référence à la notion de réussite, il existe une pression sociale sur la réussite qui implique, par exemple, d'avoir les meilleures notes à l'école, d'avoir un parcours exemplaire, d'exercer un métier en particulier, etc. Cette pression peut nous pousser à prendre des trajectoires de vie différentes à celles à quoi on aspire. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou que tu as pu constater dans ton entourage? Ah oui, carrément. Ah oui, ça me parle. Cette pression, bien sûr, je pense qu'en tant qu'enfant, tout le monde la vit. Les meilleures notes, ouais, c'est clair, être bien à l'école, tout de suite avoir un CDI en sortant d'école et tout ça. Ça peut être aussi sous d'autres formes, excuse-moi de te couper, mais par exemple sur le mariage, le fait de se marier à tel âge, le fait d'avoir des enfants, etc. Enfin, vraiment la pression sociale en général. Oui. Alors moi, personnellement, oui, la pression sociale existe, mais moi, j'ai utilisé cette pression comme un moteur, on va dire. D'accord. Vraiment. Intéressant. C'est vraiment devenu un moteur pour moi. Peut-être que c'était un objectif déformé du coup justement par cette pression sociale, mais moi je parle plutôt de moteur parce que ça m'a aidé à atteindre mes objectifs en fait. Ce que je veux dire c'est on peut transformer les choses qui sont vues comme des paramètres négatifs en moteur en fait. Moi c'est ce que j'ai fait. Après c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Et puis depuis que je suis très jeune, j'ai toujours eu à cœur d'avoir une grande famille. Enfin, après, j'étais très... en fait, dans ma tête, je savais où est-ce que je mettais les pieds. Et ça aussi, c'est vrai que ça aide. C'est parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, depuis toujours, je me suis dit, je ferai un enfant dès que je peux, le plus tôt possible. Bien sûr, trouver le bon mari, bien sûr, ça implique ça. Mais j'ai toujours voulu une grande famille
En fait, je me suis fixé des petits trucs que j'ai déclarés d'ailleurs dans ma vie, qui est finalement devenu une ligne conductrice pour ma vie en fait. Donc je ne sais pas vraiment si je suis une référence là-dessus parce que finalement la pression, je ne l'ai pas tellement connue puisque c'est devenu le moteur de ma vie. Voilà. En fait, ce que j'entends par là, c'est que des fois on se pose la question de comment gérer justement cette pression sociale, et ce que j'entends par là finalement, c'est que toi, tu en as fait une force, tu en as fait un moteur, donc c'est ce que tu pourrais dire aux autres qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent, c'est d'en faire une force finalement. C'est d'en faire une force. Par contre, si ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, parce que oui, on peut avoir le premier enfant à 24 ans ou à 32 ans, à 35 ans, c'est vraiment libre à votre situation, à ce qui vous tient à cœur, à votre projet avec votre conjoint. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Pour moi, la seule règle, c'est d'être dans sa destinée et de répondre à ce que Dieu attend de nous. Voilà. D'accord, Julia, merci pour ce que tu viens de dire. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie. Et juste pour rappeler que tout ce qu'on vient d'aborder nous rappelle qu'il y a une interdépendance en fait, entre le cadre familial et le développement de notre société malagasy en l'occurrence. Donc pour conclure, j'aimerais que tu nous partages la grande valeur que tu inculques à ta famille pour avoir une influence positive sur la société qui vous entoure, tout simplement. Franchement, je crois que c'est la valeur vraiment aimer son prochain comme soi-même. Et d'ailleurs, c'est la plus importante, je crois, dans la Bible. C'est vraiment la valeur qui est très importante pour nous parce que j'ai l'impression que ça fluidifie le quotidien. Dans le couple, par exemple, au lieu de se dire à chaque fois « Oh, je fais tellement pour lui et lui pas assez pour moi », par exemple, si j'aime mon mari comme moi, eh ben, en fait, non, ce genre de choses-là, je ne me pose même pas la question, je fais parce que j'aime. Et pour les enfants, à l'école aussi, ça les aide beaucoup parce que, enfin, ça les aide. Moi, en tout cas, j'aime ce qu'ils font parce que, apparemment, ils ont des handicapés, par exemple, dans la classe, assistés par des personnes particulières, et ils viennent me dire, ils viennent me demander qu'est-ce qu'il faut faire envers ces personnes-là. Et je rappelle toujours les valeurs du royaume en disant aimer ces personnes-là comme tu veux, quand t'aimes en fait. Alors que les jeunes, même si on leur dit ça, en fait, ils auront toujours une certaine réticence envers les personnes qui sont différentes. Et à mes enfants, j'essaie vraiment de leur dire non, il faut aimer, il faut aider. Et c'est très très important. C'est très important parce que c'est aujourd'hui qu'on les construit en fait. C'est aujourd'hui quand on leur dit il ne faut pas mentir, ça les apprendra à être honnêtes tout au long de leur vie. Quand on leur dit il faut aimer, ça leur apprendra à avoir de la compassion tout au long de leur vie. Et ce sont vraiment des valeurs qui vont construire l'adulte en fait et qui vont conditionner la manière dont ils vont se comporter dans la société. Voilà. Nous arrivons donc au terme de notre échange et de ce moment de partage, Julia. Mais avant de te laisser partir, on va jouer à un petit jeu. Il s'agit d'un petit jeu qui nous permettra de te connaître un peu plus. Donc comment ça va se passer? Je vais te poser une rafale de questions en 1 minute. Et puis tu me répondras avec les mots qui te viennent en tête, avec cette spontanéité maintenant légendaire qu'on peut t'affilier. Très bien. Donc tu me dis quand c'est OK pour toi et on commence. OK, allez, c'est parti. Ok, top. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Jésus. Que signifie la famille pour toi? Amour. Comment abordes-tu les défis qui se présentent dans ta vie? Combat spirituel, aller se battre dans l'esprit. Quelles valeurs sont les plus importantes pour toi dans une amitié ou une relation amoureuse? La fidélité. Qu'est-ce qui te donne le plus de joie et de satisfaction dans la vie? Louer Dieu. Si tu pouvais voyager dans le passé pour rencontrer la Julia adolescente, tu lui dirais quoi? Donne ta vie à Jésus. Ça va complètement bouleverser ton futur. Et tu feras moins de mauvais choix. Il y aura moins d'échecs et moins de blessures. Est-ce que tu recommanderais de suivre l'émission L'invité de Paris? Carrément, carrément. Je peux parler un petit peu plus. Vas-y. Je trouve vraiment que l'objectif de l'interview, du moment qu'on passe ensemble, c'est un partage. Et surtout, vous le faites
vous le faites en investissant de votre temps, de vos moyens, pour aider en fait gratuitement. Et je trouve ça vraiment louable et honorable. Donc en fait, la manière de rendre tout ce que vous donnez, c'est de regarder. On a même bloqué le compteur pour ça. Merci. Ouais. Et la dernière question, qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot amour? Jésus. Ah, Jésus. Et j'ai les larmes aux yeux. Oh là là. Ouais, vraiment, Jésus. Ah là là. D'accord. C'est bon, ça va. Merci pour ce moment encore une fois, Julia. Nous avons terminé. Et puis, merci encore une fois aussi. J'en profite ceux qui nous suivent parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, notamment à réagir et à partager aussi. Donc, ça nous encourage dans ce qu'on fait. Ça nous encourage à donner, comme tu disais tout à l'heure, le meilleur de nous-mêmes pour recevoir toujours des invités de qualité comme toi. Et effectivement, on investit de notre temps, mais on est très fiers et très contents de recevoir des moments de partage comme ça. On y gagne aussi, mais en espérant que ceux qui nous regardent y gagnent aussi. Donc voilà, merci Julia. Je vous dis à bientôt et au prochain rendez-vous avec d'autres invités toujours aussi inspirants. Oh, merci beaucoup encore. Merci une fois pour votre invitation. Et je pense que tu as vraiment tout dit. Rien à reprendre du coup dans ce que tu as dit. Et encore merci et soyez tous bénis.